Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un épisode du Wombat Café. Je suis Ryan et comme vous savez, cela fait maintenant plusieurs semaines que nous sommes en train d'essayer de développer un peu cette notion d'engagement, comment essayer de mettre en avant le militantisme et sa vision politique dans la sphère publique. Et donc il était important pour moi, il était même logique d'inviter une personne qui est dans le secteur politique. Et donc pour ce faire, j'ai invité Marie Lecoq, députée bruxelloise et présidente Écolo Bruxelles. On va parler écologie, on va parler politique et l'être humain derrière la politique. Le but, c'est d'essayer de vraiment comprendre quel est l'humain derrière un engagement dans la sphère publique. Marie Lecoq, c'est tout de suite dans le Wombat Café. Bonjour Marie Lecoq. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. On est très bien installés ici, c'est chouette. Ce fauteuil est confortable finalement. Je suis très content que tu aies bien installé. Et tu me dis que tout va bien. Ça a été une longue journée pour toi. Ouais. Et moi, ce que je te proposerais alors, c'est peut-être de commencer en se disant, voilà, les auditrices et les auditeurs se disent, ok, peut-être qui est Marie Lecoq ? Alors, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Tu viens de Namur-Rochefort. Exact, donc je viens d'un petit village même qui s'appelle Éprave, dans la commune de Rochefort, dans la province de Namur. Et alors, comment était ton enfance à Rochefort ? Magnifique, vraiment un peu idyllique, je crois. Je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent de pouvoir grandir dans un espace en fait aussi libre et aussi libéré, c'est-à-dire sans... En fait, avec très peu de circulation, par exemple, avec beaucoup de liberté de mouvement. Moi, je suis fort étonnée de voir aujourd'hui la différence entre, je crois que je me sens vieille en disant ça, mais les enfants d'aujourd'hui et l'enfant que moi j'ai pu être, où je passais tout mon temps à rouler en vélo, à jouer sous la pluie, à faire plein de choses qui me semblent aujourd'hui un peu plus défendues pour les enfants. Voilà. Et pourtant, tu es députée bruxelloise. Alors moi, ma question, ce serait d'abord comment on passe à Rochefort. Et puis on a une sorte peut-être de vision politique ou d'ambition politique. Et comment après on arrive à Bruxelles ? Est-ce que tu serais un peu nous donner ce résumé de parcours, s'il te plaît ? Ouais, alors je vais essayer de pas être trop longue, mais donc voilà, moi je suis née à Éprave, dans un petit village. Et j'ai toujours eu une accroche, je pense, avec l'écologie politique sans le savoir. Donc nous à la maison, on était très... ma maman, je pense, a été une des premières à arrêter de manger de la viande pendant un temps, par exemple. On avait un petit potager à la maison. Enfin, on est vraiment, je pense, le cliché parfait de l'écolo à la campagne. Je dirais pas bobo, parce que pour le coup, ma maman gagnait pas beaucoup d'argent. Et donc, ça aussi était toujours un peu... c'est aussi quelque chose qui m'a marqué, moi, dans mon enfance, cette question-là. Mais en tout cas, on a toujours eu un rapport assez proche avec la nature et avec l'engagement. Donc vraiment, le fait de... Enfin, moi, j'ai tout de suite été, par exemple, dans les petits magasins Oxfam. Il y avait un petit magasin Oxfam dans mon école. Et ça a été vraiment le début, je crois, d'une ouverture à la lutte collective, au fait de s'engager avec d'autres gens, de rencontrer des gens dont on partage les idées et d'essayer d'en discuter tous ensemble. En fait, c'était un peu ça. Et puis, un petit peu, je dirais par hasard, en fait, même si quelque part ça fait du sens au fil de la vie, mais un peu par hasard, je me suis retrouvée vraiment proche de la locale écolo de Rochefort, qui à ce moment-là cherchait une tête de liste en fait pour les élections en 2012, c'était les élections communales. Comment on peut chercher une tête de liste ? Le écolo était si impopulaire qu'il n'y avait même pas une tête de liste, ou comment ça se fait ? Je dirais pas impopulaire, mais en tout cas peu développé. Donc sur 23 sièges au conseil communal, on n'avait qu'un seul élu à l'époque, avant 2012. Et puis en 2012, on est passé à 2 élus. Mais écolo, en fait, la locale écolo n'était pas très fournie, je vais le dire comme ça. En tout cas, avec beaucoup de militants et militantes qui avait déjà beaucoup donné pendant de nombreuses années et donc commençait aussi à être un peu fatigué face à une majorité libérale de droite absolue. Voilà, c'est aussi un peu, je pense, un manque d'énergie à un moment donné. Et puis, je ne suis pas sûre que j'ai compris tout ce qui se passait à ce moment-là, mais... Tu étais encore à Oxfam à ce moment-là ? Est-ce que tu étais encore aux études ou t'étais en secondaire ou... Moi, là j'étais sortie, j'étais à l'UNIF à ce moment-là. Okay. Et donc j'essaye de me souvenir, j'étais en 3e bac. Ah ouais, donc on est à la fin des études à ce moment-là. Au milieu, parce qu'après j'ai fait un petit 2 ans de master. Mais la fin du bachelier. Voilà. Okay. Et du coup,
un peu comme ça, finalement, je m'engage dans cette campagne communale, en ayant pas forcément à l'esprit tous les enjeux communaux, en étant toujours fort sur mes matières qui sont plutôt des matières internationales, les matières du commerce équitable, des droits humains, etc. Et donc, voilà, et je me retrouve prise dans une dynamique, en fait, et dans un parti qui me correspond vraiment pleinement, en fait, dans lequel je me sens super en phase. Et puis, en fait, à ma grande surprise, je crois, les élections se passent très bien. Et puis là, je me retrouve élue au conseil communal. Donc là, c'était une surprise. C'était un peu... Alors, c'était assez évident puisque j'étais tête de liste et qu'on se doutait bien qu'on ferait pas moins, mais je crois que moi, j'avais pas percuté, en fait, très honnêtement. J'étais dans le combat collectif, quoi. On disait, voilà, c'est important, j'étais là pour écolo, pour les autres, et puis voilà, en fait, un jour, c'est un dimanche d'octobre, il fait très beau ce jour-là, et puis ça y est, je suis élue, quoi. Et il y a un truc un peu étrange. Et ce qui était particulier aussi, c'est que je suis élue et je reçois en fait plein de petits messages vraiment adorables de gens qui me disent mais c'est super d'avoir une femme et d'avoir une jeune qui se met sur les listes et qui se met pas 50e sur la liste mais qui est tête de liste et qui porte le collectif, quoi. Et donc ça, moi, c'est un truc je ne m'étais pas rendu compte en fait que je pouvais représenter ça. Et donc ça a été un gros Ça a été une responsabilité, une pression. En fait, oui. En fait, oui, vraiment. Et puis voilà, j'ai participé aussi aux élections de 2014, qui étaient les élections régionales. Là, voilà, je n'avais aucune chance d'être élue, mais j'ai aussi été dans le lieu de tête. Et ça m'a aussi ouvert à des réalités de campagne quand même très différentes. Hein, à l'échelle de la province, c'était un peu différent. Ça m'a donné l'occasion de faire plein de débats, d'aller dans les écoles, de rencontrer plein de gens. Hein, c'était passionnant. Et puis, 2014, c'était une grosse branlée pour écolo. Et donc, c'était un moment, en fait, assez traumatisant. Très, très honnêtement. Et là, moi, je me suis un peu... c'était la fin de mes études aussi. Oui, ça a dû être le désordre, alors. De ne plus avoir cette sorte d'objectif à long terme avec écolo, puisqu'ils se prennent une branlée, c'est ça que tu as dit. Et en même temps, tu n'as plus cet objectif de routine qui est les études. Tout est fini. On se retrouve un peu perdu à ce moment-là. En fait, non, parce que tout a été très vite. Donc moi, j'ai fait mon mémoire sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Et dans ce cadre-là, j'avais décidé d'aller interviewer plein de gens qui travaillaient là-dedans pour un peu comprendre mieux les enjeux du secteur. Et sans le savoir, c'est en fait ce qui m'a donné une porte vers le travail que j'ai eu juste après, puisque dans ce cadre-là, j'ai rencontré en fait ceux qui sont devenus mes boss, en fait. Et donc, avant même d'avoir mon diplôme, avant d'avoir fini, déposé mon mémoire, j'avais déjà en fait un entretien d'embauche. Et puis, voilà, j'ai vraiment eu cette chance. Mais oui, tout à fait génial de travailler pour le CNCD 1111, qui est du coup la coupole des ONG belges francophones, actifs sur énormément de sujets, de manière très transversale. Et du coup, tout a été très vite. Et là, je me suis dit, je vais un peu me poser, quoi. Là, l'objectif, c'est le travail. Et le choix qui s'est posé à ce moment-là et qui était compliqué pour moi, c'est que à l'entretien d'embauche, la question qui m'a été posée, la dernière question de l'entretien, c'était « Est-ce que pour travailler ici, tu es prête à démissionner de ton mandat de conseillère communale ?» Et ça, c'était un choix très compliqué, en fait, parce que pour des raisons pleinement légitimes, logiques et que je soutiens pleinement, le CNCD 1111 demandait à ses employés de ne pas avoir de mandat public, politique, parce qu'on travaille avec tout le monde, qu'on a une coupole, etc. etc. Et moi j'étais jeune, je cherchais un boulot, donc évidemment j'ai dit oui, mais j'avais un contrat temporaire et donc j'ai attendu d'avoir un contrat définitif avant de démissionner. Et là j'ai fait, je suis toujours restée vraiment proche d'écolo dans les instances. J'ai continué à travailler vraiment sur le fond. On était dans toute une période de reconstruction qui était passionnante en fait, vraiment aussi, de se dire mais qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été compris. Parce qu'il y avait ce sentiment de dire, mais en fait, l'urgence climatique, elle est toujours là. Donc, on a raté les élections, c'est un échec. Mais le contexte, il n'a pas changé. Et donc, en fait, on doit pouvoir se remettre en question et faire mieux la prochaine fois, en fait. Et puis, je suis, dans le même temps, plus ou moins, je suis tombée amoureuse d'un Bruxellois. Et donc, j'ai déménagé à Bruxelles.
Déménagement par amour. Déménagement par amour, voilà. Et puis, bon, plus tard, la vie a changé, mais je suis restée à Bruxelles. Et donc, c'est un peu ce qui m'a fait venir ici. Et je n'aurais jamais, mais jamais, jamais, jamais imaginé me retrouver un jour députée bruxelloise. Ça n'a jamais été un plan de carrière. Je crois que je ne connaissais même pas vraiment ce métier, en fait. Je ne suis pas sûre que j'aurais pu citer beaucoup de députés bruxellois à l'époque. Et puis, dans la préparation des élections 2019, ici à Bruxelles, plusieurs personnes m'ont demandé si j'étais pas partante d'être candidate. Parce que chez Écolo, on est d'abord candidat à être sur la liste avant d'être candidat sur la liste. Et puis, ça m'a un peu questionnée. Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ? Je ne savais pas très bien. Et puis, j'étais dans une période de changement aussi dans ma vie à ce moment-là. Et je sentais que ça faisait... que j'avais fait 4 ans en CNCD 11-11, que c'était bien de passer dans une autre étape. J'ai accepté d'être candidate. Et puis, l'AG, les militants d'Écolo, ont accepté que je sois sur la liste. Et puis, j'ai été élue en mai 2019. Est-ce que tu as l'impression, toi, en tant que député politique, pour une région dans laquelle tu n'as pas vraiment vécu, de Bruxelles, alors que je n'y ai jamais vécu, que je ne la connais pas très bien, que je n'ai pas d'attache spécialement sentimentale, est-ce que même toi, est-ce que tu as peut-être senti des doutes par rapport à ça ? En tout cas, moi, je me suis questionnée sur ma légitimité. Je me suis demandé si j'étais la meilleure personne pour le faire. Encore maintenant ? Je continue bien sûr à me poser cette question, peut-être pas tous les matins en me levant, mais j'espère que je vais continuer à me la poser longtemps d'ailleurs. Je pense qu'elle est légitime, cette question. Voilà, merci. Mais non, je me suis posé la question de la légitimité. Par contre, c'est vraiment c'est aussi ce qui fait que j'aime profondément Bruxelles, mais c'est un espace dans lequel on peut vite se sentir appartenir. Bruxelles étant tellement multiple, nombreuse, multifacette, que, en fait, qui aujourd'hui, vraiment, quel est le pourcentage de gens qui habitent à Bruxelles qui peuvent dire « je suis né ici » et « mes parents sont nés ici ». Enfin voilà, et donc vraiment être bruxellois, pour moi, c'est pas être forcément né à Bruxelles. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été une découverte, quoi, de me dire « mais en fait, je peux appartenir à ce territoire ». Et l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je me suis souvent dit qu'en fait, défendre l'écologie politique, pour moi, bien sûr, il y a des déclinaisons de territoires, il y a des projets particuliers qui se posent sur certains territoires, mais je crois que je pourrais défendre l'écologie politique n'importe où, en fait, parce que c'est profondément la société dans laquelle j'ai envie de vivre et dans laquelle je souhaite que tout le monde puisse vivre un jour. Et donc, voilà, avec beaucoup d'humilité sur les connaissances de terrain et sur la connaissance du contexte, vraiment, je pense que l'écologie politique n'est pas fonction du territoire dans lequel on est et qu'il faut de l'écologie politique partout et qu'il ne faut surtout pas s'empêcher de travailler à cette lutte-là parce qu'on ne se sent peut-être pas là depuis assez longtemps ou assez appartenir au territoire. Justement, c'est bien, c'était une super bonne introduction. Je pense que les personnes se sont rendues compte de qui tu étais, de ton parcours, et je voulais un peu m'éloigner de la partie plutôt politique même ou de ton parcours politique et plutôt ramener vers ton idéologie. Et je voulais savoir s'il y avait eu des œuvres ou plutôt des articles, quelque chose qui a pu déclencher une sorte de déclic en se disant « Ok, l'écologie politique, c'est ça, c'est là où moi je veux mettre tout mon âme et tout mon savoir là-dedans ». Est-ce que tu as peut-être une ou deux petites choses ponctuelles où tu t'es dit « Ça est vraiment un déclic pour moi ». C'est une très bonne question. J'ai, je pense, eu la chance, justement, de par cette découverte militante de la question des droits humains, des questions internationales, assez vite pris conscience de la systémique, du fait que tout était lié, que quelque part on était tous dans le même bateau, mais qu'on n'y allait pas tous avec les mêmes rames, quoi. Et qu'en fait, là, c'était durant tes études. Mais même plus tôt que ça. J'ai encore ce souvenir d'avoir été à un petit déjeuner Oxfam. Je devais avoir, je sais pas, 10 ans peut-être. Et j'avais reçu une boîte à tartines. Et je me souviens de cette boîte à tartines avec le logo Oxfam dessus. Et je pense que, en fait, cette prise de conscience-là, elle a été super rapide. Elle était vraiment très vite, moi, dans mon parcours, parce que j'ai eu vraiment la chance d'avoir, en fait, une maman particulièrement très, très attentive à ces questions-là. Et qu'on a toujours à la maison beaucoup parlé, non pas politique, mais
des choses, quoi, de la vie, quoi. En fait, on a toujours eu beaucoup de discussions à table. Puis moi, je suis la dernière, je suis la plus petite, donc j'ai toujours bénéficié des réflexions plus éclairées des gens qui m'ont précédée. Mais donc voilà, une prise de conscience quand même rapide. Et puis oui, des rencontres avec des gens inspirants qui ont travaillé sur les questions de multipolarité, justement de système, etc. Moi, je pense à Ziegler, par exemple, qui a été rapporteur pour les Nations Unies sur les questions de faim, qu'on avait un jour rencontré. Il y avait pendant je ne sais pas si ça te dit quelque chose ou si ça dirait encore quelque chose à quelqu'un, mais le documentaire We Feed the World, qui était incroyable à l'époque et qui vraiment... We Feed the World. Oui, et qui était en fait vraiment toute une critique de l'alimentation industrielle et donc des multinationales de l'alimentation et donc de l'industrialisation, de la capitalisation quelque part de l'alimentation. Voilà, c'est des choses qui m'ont moi marqué dans mon expérience, mais donc fort quand même sur ce volet international en fait, sur le volet solidarité Nord-Sud, injustice, inéquité, etc. Donc c'est intéressant parce que peut-être certaines auditrices, certains auditeurs pourraient se dire l'écologie politique, pour moi, ça veut dire le vert, la forêt, non la déforestation. L'écologie politique, c'est un peu plus complexe que ça, c'est aussi beaucoup plus large et ça prend beaucoup plus de secteurs que ça. Donc moi, je te proposais peut-être de définir, selon toi, ce serait quoi alors l'écologie politique ? Pour moi, l'écologie politique, c'est une lutte collective pour améliorer le quotidien des gens et la vie des gens. Pour moi, c'est vraiment ça. Et ça s'intègre dans le fait que les gens vivent dans un environnement dont ils dépendent et auquel ils n'ont pas le même accès. En fait, il y a des inégalités profondes dans l'accès à l'environnement. Et quand je dis environnement, je pense à toutes les choses qui sont autour de nous. Hein. Donc, c'est l'air qu'on respire, mais c'est aussi évidemment, quelque part, c'est le salaire qu'on a à la fin du mois qui dépend de l'exercice que d'autres ont fait de l'environnement qui est autour de nous. Donc, pour moi, vraiment, l'écologie politique, c'est une lutte collective. C'est une lutte, vraiment, parce que c'est un combat, quoi, de chaque instant, de tous les jours, de tous les moments, qui est collective. C'est un mot hyper important pour moi et ça traduit très fort notre manière de fonctionner en interne aussi chez Écolo, mais qui est vrai aussi dans des associations environnementales, etc. Donc enfin voilà, pour pas tout ramener au parti, mais vraiment cette question collective qui permet d'intégrer du coup les différences de vie, de normes de vie que les gens ont. Et je crois qu'il faut alors tout le monde ne serait pas d'accord sur cette définition-là autour de moi, mais je pense vraiment qu'il faut voir dans l'écologie comment ça touche les gens, quoi. Ce que ça dit des gens et ce que ça dit du quotidien. En fait, l'objectif de l'écologie politique, c'est que les gens vivent bien, en fait. Qu'on vive tous bien et qu'on vive tous mieux. Et ça passe de façon obligatoire, nécessaire, sans aucun doute, par une préservation de l'environnement, quoi. Sans aucun doute. C'est intéressant parce que voilà, tu as mis le mot lutte et je le trouve aussi très important. Moi, comment je peux voir cette lutte ? À toi de me corriger si tu n'es pas d'accord. Mais je vois vraiment cette lutte très biblique de David et Goliath. On a le géant qui serait représenté par les entreprises, les multinationales, mais aussi le pouvoir politique en place. Et David qui serait plutôt le petit peuple, entre guillemets. S'il faut être hyper stéréotypé, je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je trouvais ça intéressant de le mettre de cette manière-là. Pourquoi ? Parce que te voilà député, donc femme politique, et en même temps activiste, écologiste. Et pour moi, ce sont deux choses qui ne vont pas directement ensemble. Peut-être parce que je n'ai jamais été député moi-même, donc j'ai du mal à le voir, mais pour moi, c'est être dans ces deux parties de défendre, mais en même temps être la cause de ces méfaits, parce qu'en tant que politicien, on ne met pas assez de choses en place pour pouvoir développer cette neutralité carbone, par exemple. Comment toi, tu interprètes cette lutte qui est peut-être interne pour toi ou qui ne l'est pas du tout ? À toi un peu de me dire ce que tu penses du mot lutte dans David et Goliath, mais aussi comment toi, tu vois cette dichotomie. Alors pour moi, et c'est sans doute différent pour d'autres, la politique est un moyen, c'est pas une fin. Et donc, je serai toujours activiste, sans doute environnementaliste, sans doute féministe, sans doute antiraciste. Je serai globalement toujours dans la lutte et toujours peut-être qu'un activiste. jour tu seras raciste. Je dis sans doute pour les termes parce que je pense que les termes évoluent
Je suis marquée par les changements de vocabulaire qui vont à toute vitesse, en fait. Et donc, je ne voudrais pas m'enfermer dans quelque chose, mais donc je n'ai pas de doute que je serai toujours militante. Par contre, je ne serai pas toujours une femme politique. Ça, c'est sûr et certain aussi. Ça, certitude. Et voilà, je suis passée par le monde associatif. J'y suis toujours, puisque évidemment, à titre privé, personnel, je suis toujours engagée dans plein d'associations. Mais j'ai décidé que là, maintenant, je voulais donner mon énergie et mon temps dans une manière de lutter, qui est de faire de la politique. Et il y a plein d'autres manières de lutter. Et elles sont tout aussi valables, tout aussi légitimes, logiques, efficaces, vraiment. C'est la combinaison des différents moyens de lutte qui permettent de faire avancer les choses. Je ne sais pas si le David contre Goliath est corrêtre pertinent parce que en fait il enlève évidemment beaucoup de nuances. Alors nous les écolos on aime toujours bien être fort dans la nuance et la systémique et les explications, etc., et ça prend toujours 4 heures et donc c'est pas tout à fait le format qu'on a toujours devant nous, mais ce qui moi me fait peur dans cette analogie, c'est que ça définit un eux et un nous, et que ça définit un combat binaire. Je pense qu'on doit sortir de la binarité, en fait. Je crois vraiment qu'on doit sortir de la binarité parce qu'en fait, sinon, on ne va pas y arriver. Moi, je ne suis pas de celle qui vise la révolution, quoi. Je suis plutôt réformiste que révolutionnaire. Je pense que les victoires qu'on a eues jusqu'à présent ne sont pas des victoires révolutionnaires. Ce sont des victoires vraiment réformistes au sens non pas au sens du petit pas parce que c'est tout petit, mais au sens de on y va par à coup, parce qu'on ne veut pas laisser des gens derrière. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans l'écologie politique. C'est cette idée d'emmener tout le monde avec nous. Bien sûr, on est dans des rapports de force qui sont énormes, et c'est une énorme partie de la frustration d'être en politique, c'est que au quotidien, on se bat avec des gens qui ne pensent pas la même chose que nous, qui ne visent pas la même chose que nous, et qui ne défendent pas les mêmes personnes, et pas les mêmes secteurs. Et donc, j'entends souvent beaucoup de critiques par rapport à ça en disant oui mais enfin les politiques ils se disputent entre eux et puis au final ils font pas grand chose. Mais oui, bien sûr, on se dispute entre nous, évidemment, et on continuera à le faire parce qu'en fait on représente des choses différentes, parce qu'en fait on ne veut pas la même chose fondamentalement, et ce rapport de force il ne doit pas disparaître en fait. C'est sain qu'il l'est. La démocratie c'est l'exercice pacifiste en fait de ce rapport de force qui s'exerce aussi dans la société de manière générale. On a tous des différences de vues avec les gens qui sont autour de nous, et on essaie de les régler de manière humaine et saine. Oui, moi je dirais pas que la politique ou que le monde politique est le problème. Moi je pense que le monde politique aujourd'hui, c'est pas ça que j'ai dit. Non, j'ai mais dit, il fait partie, mais dans ce sens-là, voilà, moi il peut faire partie du problème dès lors qu'il traînerait plus que ce qu'il ne faut, dès lors qu'il y aurait des choses qui seraient divergentes. Mais moi, je vois, en fait, ce qui m'effraie plus, c'est que je vois un monde politique qui est quand même en fait souvent assez proche de ce qu'on lui demande d'être, en fait. Moi, quand je vois les collègues au Parlement avec lesquels je me dispute, ils ne sont pas seuls à penser ça. Ils ne représentent pas qu'eux-mêmes. Ils sont élus par des gens qui pensent ça profondément. Attention à ne pas coller aux politiques des rapports de force qui n'existeraient pas dans la société. Ces rapports de force existent dans la société. Il n'y a pas de consensus, en fait. Il n'y a pas de consensus sur le fait qu'il faut prendre des mesures radicales sur les questions d'écologie politique. Il n'y a pas. J'ai l'impression qu'il faut une empathie folle pour être dans ce système de débat, à se dire, moi je ne comprends pas comment on peut continuer à se dire. Par exemple, je vais donner un exemple aussi bête parce que je pense que c'est le mieux pour pouvoir ressortir les meilleures réponses de ta part. Mais par exemple, on se dit « Oh, les voitures diesel, il n'y a pas de souci », alors que ça paraît une aberration. Comment on se dit « Tiens, je peux me mettre dans la peau de la personne en face et se dire « Je te comprends, mais si on fait plutôt comme ça », comment on arrive à garder cette empathie tout le long comme ça ? Bon, on n'y arrive pas. Okay. Je pense pas que ce soit possible chaque jour, chaque heure et chaque instant. Et de nouveau, c'est vrai dans les relations de travail comme c'est vrai dans les relations privées. En fait, on n'est pas toujours plein d'empathie, on n'a pas toujours envie d'écouter ce que l'autre a à nous dire. Voilà. En fait, on fait de son mieux. Tu dirais que c'est une de tes caractéristiques ? En tout cas, ouais, je pense que oui.
En tout cas, j'aimerais bien pouvoir le dire. Je trouverais ça chouette. Je pense, ça s'apprend, mais c'est aussi. Alors, il y a l'empathie qui paraît un peu comme quelque chose, soit qu'on a, soit qu'on n'a pas. Mais il y a aussi des choses qu'on peut travailler vraiment, quoi, sur l'écoute active, en fait, sur vraiment la manière d'être à l'autre, en fait, et sur comment est-ce qu'on intègre, non pas l'idée de l'autre, mais le fait que cette personne, certainement, a cette idée avec toute son honnêteté et tout autant que soi-même. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, pour moi, c'est partir du principe que l'autre est tout autant convaincu que sa réalité est la bonne que moi. Bien sûr. Et il part toujours avec de bonnes intentions qui sont les siennes. Voilà. Et donc parfois, je doute des intentions de mon interlocuteur ou de mon interlocutrice. C'est humain et c'est sans doute parfois vraiment pertinent. Mais c'est un travail, mais c'est qui, enfin, pour moi, se vaut dans le monde politique comme ailleurs, en fait. Vraiment. Mais je trouve que là où c'est plus compliqué, c'est que bien sûr, on est dans une volonté de convaincre. Et donc, en fait, on est quand même, au final, dans un objectif de vouloir que l'autre se rallie à notre idée. Et donc, on n'est pas tout à fait ouvert et neutre. Parce qu'en fait, pour vraiment être dans l'écoute, il faut être prêt à recevoir tout ce qui vient, en fait. Et on l'est pas toujours, et c'est pas grave, en fait. Il faut que les choses soient dites clairement, simplement. Et lorsqu'on se retrouve dans ce débat, est-ce que, par hasard, on ressent une certaine responsabilité de se dire il y a des gens qui nous regardent et il va y avoir des impacts derrière? Comment est-ce qu'on arrive à passer outre, peut-être? Parce que ça peut être une culpabilité ou une pression qui peut être paralysante. Comment on arrive à passer outre ça? Mais je crois qu'il faut pas, en fait. Je pense qu'il faut pas passer outre. Ah ouais. Ça reste un guide et c'est important maintenant. Évidemment, chacun. Enfin, c'est aussi ce qui explique qu'il y a des rapports de force, évidemment, parce qu'on ne regarde pas tous les mêmes gens et on ne se sent pas tous regardés par les mêmes gens, de facto. Ouais, pour moi, ça reste un guide, tout comme l'échelle de valeur qui est propre à chacun va l'être aussi, et donc qui va sans doute aider à certains moments. Par contre, sur l'action de la culpabilité, ça c'est un truc très très chrétien aussi, comme ça, très on va s'auto-flageller, quoi, vraiment sur les questions environnementales. C'est très très prégnant, quoi. C'est très et j'ai pas fait ci et j'ai pas fait ça et hop je me frappe et en fait c'est chouette, mais ça change rien du tout sur la vie de l'autre, quoi. Ça change rien sur l'extérieur, etc. Ça n'a aucun impact sur la réalité. Et donc, moi, c'est un travail sur moi-même, mais j'essaie d'être un petit peu moins là-dedans, parce que ça prend de l'énergie de manière tout à fait inutile et inefficace. Mais justement, tu parles de culpabilité, et ça m'amène aussi à cette irréprochabilité que doit avoir une personne politique, mais surtout dans l'écologie. Parce que l'écologie, dans un monde capitaliste dans lequel on est, il a une certaine limite, parce que voilà, c'est pas toujours possible. Par exemple, je sais pas moi, le téléphone, ouais. Voilà, par exemple, c'est aussi bête que ça. Mais alors, comment est-ce que toi tu arrives à gérer cette pression de l'irréprochabilité qu'on pourrait avoir? Je ne sais pas si ce mot se dit, irréprochabilité, mais je crois qu'il est tout à fait clair. Oui, je pense qu'il est très clair. Comment on gère ça? Bah, ça dépend des jours. En fait, il y a des choses qui sont pour moi devenues aujourd'hui inacceptables et qui l'étaient peut-être pas complètement avant. Enfin, on progresse tous, en fait, dans nos militances, notre manière de voir les choses et la réalité. Et donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir un peu voyager quand j'étais à l'université, par exemple. Je pense que j'ai pris l'avion, à mon avis 2 fois par an dans ces années-là, parce qu'en fait c'était des années où j'avais du temps et où je travaillais comme jobiste, et donc j'avais de quoi partir en voyage à ce moment-là. Bah aujourd'hui je fonctionnerais plus de la même manière, par exemple sur l'avion. C'est vraiment, il y a des choses qui ont changé, quoi. Je vais avoir beaucoup plus de mal à réserver un billet d'avion que ce que j'aurais pu peut-être le faire il y a 5 ans. Donc je crois que c'est un exemple très con, mais je pense que ça évolue, en fait, et que du coup on juge notre irréprochabilité nous-mêmes de manière différente en fonction des moments, en fonction des besoins et au fil de la vie, quoi. C'est une question que je me suis toujours posée, parce que toutes les personnes qui sont engagées un petit peu, que j'ai pu interviewer, à un moment ou à un autre, elles sont piégées dans ce qu'on appelle un rabbit hole. Je ne crois pas qu'il y a un mot en français pour dire ça, mais une sorte de trou de verre des réseaux sociaux
où on n'a plus une seule idée qui est toujours présente et puis une autre qui est un peu mise de côté. Une sorte de bulle de filtre, mais qui est en même temps une chambre d'écho. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti ça ? Alors, ce qui est bon, c'est qu'on ne le ressent pas quand on est dedans. On le ressent quand on sort, évidemment, et qu'on se dit « Ah oui, c'est sûr que vrai. » Si tu me dis « Non, je ne l'ai pas ressenti », je me dirais « Ah, elle est peut-être à ce moment-là dedans. » Voilà, du coup, il y a un piège dans ta question. Non, bien sûr, oui, je l'ai déjà ressenti justement en ressortant et en me disant « Ah, oui, c'est vrai. En fait, c'est quand même... ah oui, c'est vrai. Quand même, il y a une majorité, ou en tout cas, il y a des gens qui pensent encore ça aujourd'hui. Ça va être très vrai sur les questions de féminisme, par exemple. C'est effarant, en fait. Enfin, on a tous fait cette expérience de lire les commentaires sous les articles de presse et des choses comme ça. Et vraiment, sur les questions antiracistes aussi, c'est terrible, en fait, parce que bon, quelque part, ça veut dire que moi, j'ai autour de moi des gens qui, à mon avis, sont un peu plus sensibilisés à ça, qui sont relativement bienveillants sur ces questions, plutôt justes, plutôt pour les droits. Et donc, se reprendre des claques comme ça et se rappeler que, oui, les combats qu'on mène sont toujours à ce point importants parce qu'il y a ce genre de discussions qui continuent à circuler. C'est nécessaire, quoi. C'est nécessaire. Je dis pas que je fais exprès d'aller lire des commentaires de temps en temps, mais non. Quasi, en fait, vraiment. Et puis, ça, c'est peut-être aussi un peu mon... Enfin, j'ai par contre, je pense, toujours gardé des cercles d'amis, de connaissances très, très différents. D'horizons hyper différents, enfin voilà, je sais pas, des gens qui ont fait des études supérieures, des gens qui n'en ont pas fait, des gens qui ont des origines migratoires, des gens qui n'en ont pas, des gens qui ont des convictions religieuses, puis d'autres qui en ont moins, et j'essaye de ne pas, c'est en tout cas une attention chez moi de ne pas m'enfermer avec les gens qui sont proches de moi. Enfin, enfermer, c'est un grand mot, mais parce qu'en fait, ça va très vite, le temps file, et donc quand tu travailles énormément, en fait, quand tu sors du boulot, finalement, les gens qui sont tes collègues deviennent un peu tes potes parce que c'est les seuls que tu as encore le temps de voir. Et donc, finalement, c'est des gens avec qui tu partages énormément, quoi, forcément, qui sont dans tes valeurs, qui comprennent ce que tu fais dans la vie, qui comprennent ton métier, qui sont pas chiants quand tu es sur ton téléphone parce que parce que tu dois gérer des choses à ce moment-là. Et donc, c'est vite facile, en fait, d'être avec des gens. C'est plus confortable, évidemment, d'être avec des gens qui nous ressemblent ou qui pensent la même chose que nous. Voilà, qui nous comprennent. Donc c'est une attention que j'ai, en tout cas, vraiment. Et j'y arrive pas chaque fois, bien sûr. Et alors, est-ce que tu as déjà été confronté à des idées climato-sceptiques ? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé, mais ce qui arrive plus, c'est pas tellement le fait qu'on remette en question. Enfin, parce qu'évidemment, ça m'arrive sur les réseaux sociaux, etc. Mais entre guillemets, dans la vraie vie physique, des discussions avec des personnes qui sont climato-sceptiques, ça m'est peu arrivé. Par contre, ce qui arrive plus, c'est le vrai doute. Et ça, pour moi, on doit avoir une attention à ça. C'est le doute qu'on puisse encore y arriver. C'est plutôt... c'est pas tellement la remise en question de ce qui est en train de se passer, parce qu'en fait, on le constate autour de nous. Enfin, je veux dire, maintenant, il ne suffit plus d'habiter dans le sud, dans l'hémisphère sud, pour constater les règlements climatiques. Donc, on le sent beaucoup plus dans notre chair. Donc, en fait, sur le constat, il y a un consensus quand même relativement important. Par contre, tangible, quoi. Ouais, voilà, c'est parce que ça devient tangible et ça commence à nous toucher chacun personnellement dans nos chairs, quoi. Mais ce à quoi moi, je suis plus confrontée, c'est plus... D'abord, le doute sur le fait que... ça va plus être du doute sur les politiques concrètes, sur la disparition de la voiture en ville, sur le fait que ça a un impact vraiment sur le changement climatique. Donc, c'est plutôt remettre en doute, c'est la résolution sceptique, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Et alors, vraiment, pour moi, l'autre chose, c'est ce que je disais un peu avant, c'est ce que je perçois de plus en plus, c'est vraiment en fait, de toute façon, on va pas y arriver. De toute façon, c'est trop tard. Et donc, en fait, maintenant, d'abord, c'est un peu chacun pour sa gueule. Et c'est trop tard, c'est fini. Et donc on s'en fout. Un espèce de désintérêt, en fait, des questions climatiques avec cette idée que de toute façon, c'est trop tard. Et qu'est-ce que tu leur répondrais ? Chaque dixième de centième de degré qu'on n'aura pas en plus est important, est essentiel, est nécessaire. Il est vital d'aller chercher chaque centième de dixième de degré qu'on n'aura pas en plus. Bien sûr, le dérèglement climatique, il est là. Bien sûr,
on va être confronté dans les années qui viennent à des changements dont on n'a même pas encore la perception, quoi, vraiment. Et c'est d'ailleurs déjà le cas dans toute une partie du monde. On ferme souvent les yeux dessus, mais c'est vraiment déjà très palpable, avec des conséquences absolument dramatiques et vraiment énormément de décès dans toute une partie du monde. Mais donc, bien sûr, on va vers des temps extrêmement compliqués. Et c'est pour ça, en fait, qu'on doit travailler absolument aujourd'hui, de manière urgente, sur toutes les manières de s'adapter à ce changement, mais aussi d'éviter qu'il soit le plus grand possible, vraiment de le réduire le plus possible. Donc on n'est pas dans une phase où on doit passer à l'adaptation exclusivement. On est toujours, et on continuera à le rester, dans une phase où on prépare l'adaptation, mais aussi où on continue à travailler pour que ce changement il soit le moins grand possible. Parce que ce changement, il n'est pas théorique et fictif, il a un impact sur la vie des gens. C'est des gens qui... C'est très clairement des gens qui vont moins bien respirer, des gens qui ont moins accès à l'eau, des gens qui vont pouvoir moins bien se nourrir. Et on le sait, bien sûr, de nouveau, toujours avec des inégalités socio-économiques qui sont énormes. Et donc, ce sont les pauvres qui vont souffrir du dérèglement climatique, les premiers et les premières. Et donc ça nous commande absolument d'être irréprochables sur les politiques sociales. Et est-ce que tu ne crois pas que les lois qui sont visées à une amélioration d'un point de vue environnemental sur la société peut aussi engendrer de nouvelles inégalités? Oui, bien sûr ça peut. Comment on arrive à éviter le plus possible ça? Je pense que l'objectif d'une politique environnementale n'est pas de résoudre les inégalités socio-économiques. Je pense qu'il faut faire les deux. Et je pense qu'il est rarement possible d'avoir une mesure qui est à la fois efficace d'un point de vue environnemental et qui, au moment de l'application, est aussi efficace en termes sociaux. C'est très compliqué dans la mise en œuvre, en fait. Bah oui, par exemple, si on prend un exemple concret, par exemple, je sais pas moi, les cadrans solaires. On se dit, voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va pouvoir donner des primes aux personnes qui vont mettre des cadrans solaires sur leur toit. Alors bien sûr, ceux qui savent se les payer vont avoir droit aux cadrans solaires, et donc, heureusement, ils auront leur prime, super. La personne qui ne peut pas se les payer n'aura pas droit à sa prime, il aura la honte, et en plus de ça, il n'aura pas eu l'obtention de ces cadrans solaires, et ça va sur plein de choses. Par exemple, la personne qui n'a pas pu se payer sa nouvelle voiture électrique ou sa nouvelle voiture qui n'est pas des diesel, maintenant sa voiture elle est à la poubelle et il ne pourra plus se payer, il ne pourra plus se déplacer avec cette voiture diesel. Donc comment est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là alors? Je dis pas qu'il faut trouver je te demande pas de trouver une solution, mais alors comment est-ce que toi tu vas engendrer le processus de réflexion sur comment éviter ce genre de choses, ou est-ce que parfois on est juste surpris d'un impact, on se dit oh, cette loi a peut-être amené cet impact-là. Est-ce que c'est déjà arrivé? Tout à fait. On a eu le cas, par exemple, sur la progressivité de la tarification de l'énergie, où en fait, on s'est rendu compte que du coup, ça ne fonctionne pas bien. En fait. Est-ce que tu peux donner un contexte par rapport à cette régulation et puis alors donner le nom de l'impact c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était assez inefficace en fait, d'avoir... en fait, on avait une tarification progressive de l'énergie, c'est-à-dire qu'au plus on consommait de l'énergie, au plus elle était chère. C'est-à-dire que chaque kilowattheure en plus devenait plus cher. Sauf qu'en fait, on sait que typiquement dans les habitations, en fait, ce sont les personnes qui ont le moins d'argent qui habitent dans les logements qu'il faut chauffer le plus. Et donc voilà, là il y avait un effet pervers, clairement, dans cette idée qui pourtant est a priori intuitivement une bonne idée, parce qu'on se dit bah oui, mais en fait les riches consomment plus, et donc en fait voilà, globalement ils vont payer plus, et ils vont payer plus à hauteur de ce qu'ils consomment en plus que ce qu'il faudrait consommer. Donc a priori sur papier c'est top. Sauf qu'en fait on s'est rendu compte que c'était pas une super bonne mesure pour ces raisons-là, qu'en plus c'était pas hyper efficace en termes de tarification, etc. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Mais donc pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce constat? Continuer à travailler à la racine des inégalités socio-économiques, faire des réformes fiscales, absolument. On continue à avoir une fiscalité qui est extrêmement injuste en Belgique.
Alors c'est compliqué quand on est au niveau régional parce qu'on n'a pas toutes les clés sur cette fiscalité. Le système institutionnel belge évidemment complique aussi un peu ce genre de politique. Mais vraiment pour moi ça c'est vraiment la base. C'est travailler sur les salaires et travailler sur la fiscalité. C'est vraiment pour moi le cadre numéro 1. Et puis il faut évidemment aller plus loin et plus vite sur les politiques environnementales qui ont un impact social, je dirais, en deuxième ligne. C'est-à-dire que quand on travaille, par exemple, je donne un exemple, quand on travaille sur l'isolation des bâtiments, en fait, c'est une mesure qui est environnementale, au sens où l'idée, c'est d'abord que les logements soient moins émetteurs de CO2, qu'ils consomment moins, c'est-à-dire que, que ce soit pour le chauffage ou les utilisations de la maison, en fait, que le bâtiment soit un secteur qui ait moins une prise forte sur l'environnement. Mais quand on fait ça, en fait, ça veut dire qu'on rénove des logements, qu'on permet à des gens d'être dans des logements de meilleure qualité, qui consomment moins au final et donc qui coûtent moins cher. Et donc, ça fait du salaire en plus. C'est évidemment de la consommation qui n'est plus décomptée du salaire. Et donc, ça a un impact d'abord financier, tout simplement, sur le budget des ménages, mais ça a aussi un énorme impact sur la santé des ménages, parce qu'on est dans un bâtiment qui est mieux salubre, mieux aéré, mieux salubre, ça ne veut rien dire, qui est plus salubre, qui est mieux aéré, et on sait que ça a un impact extrêmement important sur la santé. Et donc, si on fait la boucle jusqu'au bout, si ça a un impact positif sur la santé des gens, ça fait aussi des dépenses en moins en sécurité sociale. Et donc, de nouveau, on est sur... évidemment, on ne peut pas le voir en radio, mais je fais un petit cercle avec ton index. Voilà. Mais on est sur quelque chose de circulaire et de systémique, quoi. Vraiment, toujours. Ouais, c'est... Voilà. Mais je pense que ce dont on se rend compte de plus en plus maintenant, et qui était moins admis intellectuellement avant, c'est qu'en fait, les politiques environnementales sont là, bien sûr, pour permettre à tout le monde de pouvoir continuer à vivre sur cette terre, mais en fait aussi et surtout vont avoir un impact beaucoup plus important sur les personnes les plus précarisées dans la réalisation des mesures. Quand on travaille sur la qualité de l'air à Bruxelles, on sait en fait que les personnes, tous les autres secteurs qui bien sont sûr, autour, parce que en fait les personnes les plus précaires vivent dans des zones où la densité est plus forte et où la pollution de l'air est beaucoup plus importante. Quand on travaille sur le changement de mobilité à Bruxelles, 50% des ménages bruxellois n'ont pas de voiture. Un ménage bruxellois sur 2 n'a pas de voiture. Et donc en fait, ça a directement, quoi. On touche directement à l'amélioration du cadre de vie des gens, quoi. Tout de suite, quoi. Autre chose que je voulais amener, c'est qu'on s'est aussi rendu compte que durant toute cette interview, on arrive vers la fin de l'interview, mais ce qui m'a étonné, c'est que tu as amené beaucoup d'arguments dans leur processus qui sont différents. Je m'explique. Tu as donné des exemples, des arguments qui étaient quasi dans l'émotion. Tu as donné des exemples qui étaient très, très science politique, entre guillemets, avec des régulations et une liste de choses à faire et tout ça. Tu as donné aussi des arguments de chacun à sa petite pierre à l'édifice et petit pas par petit pas, quelque chose qui est dans l'administratif et dans la politique. Bref, dans l'activisme de l'écologie politique, il existe plein d'arguments possibles. Moi, je dirais que les 4 gros piliers de tout ça, ce serait que chacun doit donner sa petite pierre à l'édifice, que si on fait rien, des gens vont mourir, quelque chose qui est très dans le pathos, dans l'émotion. On a quelque chose qui est très scientifique. Voilà, les scientifiques le disent, donc il faut changer. Et puis on a tout simplement on n'a pas le choix. Ça fait maintenant très longtemps, 10 ans que tu es dans la politique, et tu as dû convaincre des gens autour de toi, tu as dû convaincre des électeurs. T'es-tu rendu compte qu'il y avait certains arguments qui étaient peut-être plus efficaces que d'autres ici en Belgique? En Belgique, on est déjà dans un pays où la majorité de la population pense qu'il y a des dérèglements climatiques et qui sont liés aux activités humaines. Est-ce que toi, tu as pu remarquer des arguments qui étaient plus efficaces que d'autres? Alors, ça va faire très bisounours, mais mes discussions les plus efficaces, c'est celles où je laisse l'autre parler. C'est intéressant, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'en fait, c'est là qu'on fait du commun. C'est-à-dire que si moi, je viens avec mon idée de départ, de manière générale, les gens savent plus ou moins ce que je pense. Si on se rencontre dans un contexte politique, les gens savent que je suis écolo, ils ont déjà plein d'a priori sur écolo et sur ce que je suis censé penser. Donc est-ce que tu as un exemple d'a priori? Il n'y a pas de problème.
que ma passion dans la vie c'est de taxer les gens, ou que ça peut être plein d'a priori comme ça très Ok. tu vois, très liés à l'histoire des colos, qui ne sont pas complètement absurdes, hein, mais qui sont évidemment très très déconnectés de la réalité plus large, quoi. Mais moi je me suis rendu compte vraiment que quand on essaie de construire un compromis, de facto on doit passer par une phase d'échange. Et donc moi, si je prends pas le temps d'écouter ce que la personne est en train de vivre, et ce que la personne est en train d'avoir soit comme problème, ou comme envie, ou comme solution, en fait, on va pas réussir à construire un truc, quoi. Et donc vraiment, ce qui me frappe chaque fois, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Le point de départ, c'est ah, tous les écolos, et gna gna gna, et voulaient faire ci, gna, gna, gna. Le point d'arrivée, souvent, c'est ok, je sais pas si je voterai pour vous, mais en tout cas, c'était bien de parler avec vous, c'était intéressant. J'ai appris ça. Ouais, tout compte fait, ça, vous êtes peut-être pas complètement en tort sur ce truc-là. Ben voilà, moi, en fait, je sais pas si cette personne-là, elle va changer des comportements dans sa vie, ou qu'elle va changer son comportement électoral, ou je sais pas, je peux pas l'évaluer, ça. Mais je trouve ça quand même plus agréable de finir là-dessus que sur que le point de départ, qui était quand même plus conflictuel, quoi. Par contre, je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce que tu disais. C'est que pour moi, l'écologie politique, ce qui fait que c'est l'écologie politique, c'est aussi qu'on sort de la question individuelle. Et qu'en fait, on n'est pas dans l'écologie des petits gestes, de fermer le robinet quand on se brosse les dents, d'éteindre la lumière quand on quitte la pièce. Oui, c'est bien de le faire, c'est chouette, c'est cool. Mais en fait, on est surtout sur le changement de société. Et le changement de société, c'est un engagement collectif. Ça veut dire que tu parlais de l'énergie tout à l'heure et des panneaux solaires. Ben oui, en fait, pour la plupart des gens, c'est impossible de payer des panneaux solaires pour les mettre sur leur toit. D'ailleurs, la plupart des Bruxellois et des Bruxelloises ne sont pas propriétaires de leur logement, par exemple. Et donc, vont dépendre de ce qui est mis en place par les services publics pour faciliter cet accès à l'énergie verte ou à d'autres choses ou à d'autres services. Et donc, c'est à ce niveau-là aussi que moi, je crois beaucoup en l'écologie politique pour arriver à créer des cadres collectifs, à collectiviser des choses. C'est aussi tout le principe de la théorie des communs. Mais c'est vraiment sur l'énergie, voilà, quelqu'un qui ne sait pas mettre des panneaux solaires sur son toit tout seul, eh bien, on a créé des communautés d'énergie. On a créé, pas forcément les pouvoirs publics, mais je dirais, il existe des espaces qui collectivisent les risques et qui permettent du coup aux individus, quelle que soit leur capacité, en fait, d'accéder à ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Je disais que c'était un argument qui existait. Je ne suis pas d'accord avec cet argument de les petits gestes vont faire la différence, parce que clairement, on le voit très très bien que c'est pas parce qu'on a allumé la lumière 2 minutes après qu'on va réussir à trouver une solution à cet énorme dérèglement climatique qui est clairement systémique. Tu as participé à des manifestations, parfois avec quelques actions qui étaient plutôt fortes. Mais je voulais savoir si pour toi, est-ce que la radicalité, est-ce que c'est un instrument du changement? Est-ce que c'est un instrument efficace du changement? Ou est-ce que peut-être qu'à force d'être en politique, on se rend compte que la radicalité, c'est peut-être pas justement l'instrument le plus judicieux? Tout dépend de quelle radicalité on parle, en fait. Moi, je pense que notre projet politique est profondément radical, dans la mesure où il est transformateur, en fait, dans la mesure où il vise une transformation profonde de ce qu'on vit et de la vie des gens. Et c'est important, cette radicalité? Elle est nécessaire? Pour moi, c'est constitutif en tout cas, de la vision écologiste, vraiment, vraiment. Parce qu'on n'est pas sur un petit changement dans un coin, quoi. On est sur une transformation radicale de la société. Est-ce que pour autant, dans notre expression, dans notre manière d'être aux autres, on doit être... si la radicalité est entendue comme une confrontation permanente, je pense que c'est très sain de l'avoir dans certains espaces et dans d'autres pas. Toutes les actions de désobéissance civile, les actions radicales dans l'espace public qui sont menées par les collectifs, par les citoyens, par les citoyennes, c'est essentiel et c'est nécessaire à la vie démocratique. Et c'est nécessaire et essentiel aussi par rapport au travail que nous, on fait dans les parlements. En fait, ça fait bouger le curseur. On a besoin de ça. Parce que, en fait, c'est un peu le principe de la fenêtre d'Everton, mais c'est d'arriver à faire grandir le champ de ce qui
peut se dire publiquement, le champ de ce qui peut se vivre, ce qui est acceptable comme proposition. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'était pas un truc vraiment, je veux dire, dans le champ politique, médiatique, même associatif, c'était pas le grand consensus quand même il y a 10-15 ans, quoi. Ouais. On a aujourd'hui complètement progressé là-dessus. Et ça, c'est aussi parce qu'on a vraiment une société civile en Belgique qui est super forte pour mettre des points à l'agenda et pour les imposer, en fait, vraiment, les imposer. Je prends un autre exemple qui est, le lien avec l'écologie politique est de nouveau frappant, même s'il est peut-être un peu plus complexe à retrouver, mais toutes les manifestations qu'on a eues sur le TTIP, sur le CETA, donc les accords de commerce qui impliquaient l'Union européenne avec le Canada, les États-Unis. Ces manifestations, pour moi, ça a été un moment mais incroyable, en fait, vraiment, parce qu'on a vu des citoyens, des citoyennes qui prenaient à bras-le-corps des questions qui sont quand même surcomplexes, quoi. Franchement, les accords de commerce, quoi, c'est pas... c'est quand même... Voilà. Et qui en faisait un sujet politique, qui manifestait dans la rue, qui le peignait sur des tunnels, qui envoyait des pétitions, qui se mobilisait de plein de manières possibles. Et ça nous a permis, nous, dans le champ politique, de faire avancer ces discussions. S'il n'y a pas ces mobilisations citoyennes, on ne peut pas y arriver. Super réponse. Maintenant, ça fait 3 ans que tu es député à Bruxelles et tu étais... au début, je ne sais pas si maintenant c'est toujours, mais en tout cas au tout début, tu étais défini comme la jeune pousse. Vous étiez 2-3 députés qui étaient plus jeunes que la moyenne, c'était jeune pousse. Est-ce que tu dirais que cette nomination, elle t'a plutôt aidé? Est-ce que t'as plutôt desservi? Est-ce que ça te colle à la peau? Comment est-ce que tu as pu réagir face à peut-être... Parce que pour moi, jeune pousse, dans la politique, dans d'autres secteurs, c'est peut-être pas la même chose, mais c'est pas vu comme quelque chose de plutôt... Être expérimenté en politique, c'est pour moi le... Ça rassure, c'est le minimum requis pour un politicien ou une politicienne. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça? C'est intéressant parce que moi, j'ai toujours milité ou travaillé avec des gens qui étaient souvent en fait beaucoup plus âgés que moi. Et moi, je me suis jamais sentie jeune. Enfin, ça n'a jamais... Je me suis vraiment jamais... tu vois, vraiment jeune pousse, moi... rien, quoi. Tu vois, l'expression, le truc, rien du tout. Vraiment, ça ne me parle, mais pas du tout, quoi. Je me suis jamais identifiée à ça. Et comme je le disais tantôt, ça m'a en fait surpris, vraiment, que les gens m'identifient comme ça. Parce que moi, je me sentais pas du tout comme ça. Je me sentais bien sûr inexpérimentée, tu vois, un peu débarquant comme ça, mais jeune, en termes d'âge, comme ça, c'est un truc, moi, qui m'a jamais parlé, quoi. Et le problème, en fait, de cette étiquette, enfin, pour moi, il y a une face brillante et puis une face beaucoup moins brillante. La face moins brillante, c'est que... tu l'as un peu dit, mais va avec cette étiquette un a priori de naïveté. Et ça, voilà, moi ça, je n'en peux plus, quoi. Et encore ici, il y a quelques semaines, nous avons eu un conflit ouvert assez visible au Parlement avec le secrétaire d'État j'ai pu le lire, voilà, sur les questions internationales. Et le journaliste qui couvre cette affaire écrit dans son article qu'en fait, il y a un contraste entre ce secrétaire d'État expérimenté, qui est déjà secrétaire d'État pour la 2e fois, et qui, lui, à l'époque, paraissait comme le moderne, mais qui, aujourd'hui, paraît un peu dépassé par je ne sais plus comment c'était formulé, mais il y avait le mot naïf, il y avait le mot naïveté dedans. Et ça m'a énervé, mais vraiment très très fort, parce que tu t'es déjà énervé lors du conflit, mais tu étais encore plus mais après, bien sûr, parce qu'en fait ça venait en plus remettre en question la légitimité de ma colère ce jour-là en commission. Et donc parce que je suis jeune et parce que je défends des questions qui sont liées aux droits humains et liées au droit international, alors de facto, et qu'en plus je suis une femme, de facto ça fait de moi quelqu'un de naïf, et donc de pas complètement sérieux, de pas complètement crédible sur les dossiers. Et ça, moi, ça me met super en colère, quoi. Par contre, l'autre face, c'est que la face plus brillante, c'est que je me suis rendu compte que
que ça permettait à pas mal de gens de s'identifier, en fait, et de se dire, mais tiens, en fait, finalement, ce monde politique, qui avant m'apparaissait comme un monde de vieux mecs blancs en costume, ben en fait, c'est pas que ça. La politique, ça peut être autre chose aussi, et ça peut être incarné par des femmes, par des personnes issues de l'immigration, par des personnes moins valides, par des personnes jeunes, voilà, d'avoir en fait une politique qui représente au sens de la diversité beaucoup mieux en fait la société. Et ça, je trouve que c'est super chouette en fait. Je m'étais pas rendu compte de ça, mais j'ai compris ça un peu plus tard en me disant ah oui, en fait pour certaines personnes je peux représenter ça, cette possibilité que il ou elle soit aussi en fait un jour partie prenante dans ce genre de mandat en fait. Mais voilà ce que tu expliques par rapport à cette naïveté de jeune pousse. Pour moi, je fais un parallèle direct avec Greta Thunberg. Et elle a eu beaucoup de critiques lorsqu'elle a dit « How dare you ?» Ça a été... j'espère pour elle qu'elle n'a pas trop regardé les réseaux sociaux, mais il y a eu énormément de critiques autour de ça par rapport à la naïveté enfantine d'une personne qui vient enguirlander les politiciens. Comment toi tu as vu ça ? Est-ce que tu as fait des parallèles par rapport à ta situation ? Et comment est-ce que toi tu vois Greta Thunberg, les activistes qui sont jeunes, qui prennent les rues ? Comment tu te définis par rapport à eux ? Est-ce que tu te distingues par rapport à eux, vu qu'ils t'enguirlandent en fait, entre guillemets ? Comment est-ce que toi tu te distingues ? Mais c'est là que c'est très marrant parce que du coup, autour de moi, on a tendance à tout à fait m'associer en fait. Comme je suis jeune en âge, on continue. Je suis encore dans cette période où on m'associe aux manifs des jeunes pour le climat, quoi. Voilà. Et donc moi, ça m'hallucine complètement parce qu'en fait, je me sens plus du tout légitime en fait pour les représenter. Je sais pas si on peut déjà dire que c'est une autre génération, mais en tout cas, moi j'ai 30 ans, je suis pas très vieille. Cas, mais ma question, elle te distingue bien des autres, ouais. Par la casquette en fait, par l'activité d'aujourd'hui. Et donc moi je prendrais cette lecture-là parce que je pense que c'est la plus juste. Moi en effet, je me sens pas, je ne les représente pas plus que d'autres peuvent les représenter. Moi, je trouve que leur mobilisation est incroyable, vraiment incroyable, dans la durée. Ça, c'est quelque chose de très complexe quand on a un mouvement activiste de tenir dans la durée. Admiratif vraiment du travail qui est fait et en fait aussi de la justesse de ce qui est dit. Parce que je ne suis pas sûre que moi, j'étais aussi articulée sur les questions environnementales, féministes, antiracistes, à l'âge qu'ils et elles ont plus ou moins aujourd'hui. Et ça, moi, je crois, pour moi, c'est une des plus belles victoires sociétales qu'on a maintenant, c'est de voir qu'on a des jeunes qui se mobilisent, non pas juste pour le climat, ils se mobilisent pour des droits, en fait. Ils se mobilisent pour des droits environnementaux, mais tout en ayant un discours extrêmement inclusif, tout en ayant un discours qui intègre les autres luttes qui sont aussi importantes pour nous, mais sur lesquelles, quand même, il faut le dire, le mouvement climat a jamais été un mouvement qui était hyper au taquet sur les questions féministes, sur les questions de parole, d'injustice sociale, etc. Et voir ces jeunes qui, en fait, arrivent à en faire la synthèse, ça, c'est... Voilà, là, moi, quand je vois ça, vraiment, je me dis que ça va, quoi. Je me dis qu'il y a de la ressource, quoi. Vraiment, il y a de la ressource. C'est super, tu es optimiste par rapport au futur. Mais je voulais savoir, alors, c'est être en politique, c'est être une éternelle insatisfaite, un éternel insatisfait. Je crois que ça dépend beaucoup des gens. Moi, je suis pas trop comme ça dans la vie, donc du coup, je pense que ça me préserve de l'être aussi en politique. Mais bien sûr que voilà, il y a plein de moments de découragement, d'énervement. Moi, je pense qu'une des choses qui me permet de rester plus ou moins saine d'esprit, c'est d'avoir la certitude que c'est quelque chose de temporaire. Et donc, mon engagement politique, il est temporaire. Un jour, il s'arrêtera. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais un jour, il s'arrêtera. Et je sais qu'un jour, je ferai autre chose dans la vie et que cette chose-là aura tout autant du sens pour moi. Et que donc, en fait, c'est super chouette d'avoir cette opportunité absolument incroyable d'être député dans un parlement, d'avoir du temps collectivement alloué par la société pour représenter quelque chose.
Ça, c'est incroyable, en fait. C'est vraiment... Des gens se sont dit que j'étais une personne capable de pouvoir les représenter justement, d'en faire quelque chose de positif. Ça, c'est une chance folle, en fait, qui est difficile à mesurer. Et donc ça, moi, ça m'aide et ça me porte au quotidien quand j'en ai marre. Je suis pas tout le temps de bonne humeur, je suis pas quelqu'un qui rayonne en permanence, mais avoir cette chance-là, et puis, et c'est probablement des choses les plus importantes pour moi, mais avoir cette possibilité-là de le faire avec des gens qui sont aussi incroyables, d'être... moi, mon mandat de coprésidente me permet et m'oblige en fait à être vraiment tout le temps en contact des militants et des militantes. Ça, c'est un truc qui apporte une énergie dingue, de me dire, mais ces gens qui, franchement, à 8h du soir, après toute une journée de boulot, se disent « Ah, qu'est-ce que j'ai envie de faire ce soir ? Ah, je vais aller à une AG écolo et je vais aller apprendre des choses sur les communautés d'énergie. » Bah, ouais, moi, franchement, ça me fait du bien. Ça me rassure, en fait, ouais. Un grand merci, Marie, d'avoir pris le temps d'être venue répondre à toutes ces questions qui peuvent parfois être difficiles et qui peuvent parfois aussi être un peu plus proches de l'intime aussi. Ça peut être difficile de se prêter au jeu. Donc un grand merci pour ta gentillesse durant tes messages, pour avoir pris ce temps, parce qu'on parle quand même d'horaire de ministre, hein, parce que je me suis rendu compte que c'est littéralement le cas. Cette expression de horaire de ministre, il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans. Ça n'a pas Heureusement, été si je ne le facile. suis pas, donc ça va. Horaire de député, c'est vrai. Et voilà, je voulais te remercier pour ça, aussi pour l'optimisme que tu viens de donner durant toute cette interview, parce que j'avais peur aussi qu'en parlant de climat, on allait peut-être avoir quelque chose de très cauchemardesque, apocalyptique dans ce que tu allais donner, et pourtant ça n'a pas du tout été le cas. Et voilà, je voulais te remercier pour tout ça, et puis aussi pour ton activisme, qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'activisme. C'est pour ça aussi que je voulais t'inviter, c'est parce que je trouvais ça super chouette d'avoir une personne qui est activiste, mais qui suit, en fait, entre guillemets, les règles de la démocratie. Et je trouve ça important aussi de le démontrer à travers cette interview. Donc merci pour tout ça. Et on finit toujours l'émission au Wombat Café, parce que c'est comme ça que ça a commencé, avec une recommandation culturelle. Tu n'es pas obligé d'utiliser une recommandation culturelle qui est écologiste, ça peut être quelque chose de complètement différent. Moi, ce que je te propose, c'est de finir avec ça, la recommandation culturelle, et puis le mot de la fin, peut-être un message pour les plus jeunes, pour justement cette génération Fridays for Future, ou ce que tu as envie. The floor is yours. Le micro est à toi. Alors, sur la proposition culturelle, mais en fait, en y réfléchissant, j'ai vraiment pensé à une série qui, moi, m'a marqué énormément et continue à me marquer. D'ailleurs, la 4e saison vient de commencer. Mais c'est Borgen. Alors, c'est aujourd'hui disponible sur une grande plateforme. Tu n'es pas la première personne dans le Wombat Café à recommander. Ah mais voilà. Et donc vraiment, moi je suis une grande fan d'Arte et Borgen était sur Arte au départ. Et donc Borgen, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est l'histoire de Birgit Nuborg, qui est c'est une histoire fictive, mais qui est en fait extrêmement proche de la réalité, qui qui dirige le parti centriste au Danemark et puis qui devient première ministre. Et on la voit en fait faire des équilibres permanents, essayer de faire des équilibres permanents entre sa vie privée, son travail, tous les jeux de pouvoir, les questions vraiment compliquées qui peuvent se poser dans le cadre d'un exercice comme celui-là. Et je trouve ça fascinant, en fait, parce que c'est extrêmement bien fait. Alors, bien sûr, le système danois, c'est pas le belge, mais c'est quand même assez proche, notamment sur le fait qu'il faut faire des coalitions avec d'autres partis et que ça demande de faire des compromis et que c'est pas facile. Et je trouve que c'est aussi splendidement joué, et c'est le cas aussi particulièrement d'ailleurs pour la dernière saison, parce que ça montre aussi une facette beaucoup plus réaliste en fait de ce que c'est d'être dans ce cas-ci une femme, mère de famille engagée en politique, avec tout ce que ça peut amener comme difficulté. Et par ailleurs, je termine là-dessus, pour Borgen, c'est intéressant aussi parce que elle est du parti centriste au Danemark, mais en fait sur les propositions politiques, nous écologistes en tout cas, on s'est beaucoup retrouvés dans ce qu'elle défendait. Donc elle a un engagement pour l'environnement qui est assez important, pour les droits sociaux, pour la couverture de santé, des choses comme ça. Donc c'était intéressant en fait, vraiment de voir ça. Je conseille à tout le monde pour se rendre compte un peu mieux, je pense, avec beaucoup de nuances et de subtilité de la complexité que ça peut être. Voilà. Le mot de la fin,
Revenir sur ce que je disais, de toute façon c'est trop tard et c'est foutu. On n'a pas le temps en fait de se dire ça. On n'a pas le temps d'être triste, on n'a pas le temps d'être découragé. L'urgence aujourd'hui, c'est d'avancer, de discuter entre nous, d'apprendre de ce que les autres sont en train de vivre et de, par pitié, vraiment, 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 ne pas pinailler et ne pas perdre du temps dans nos divergences entre nous, en fait. Il y a trop de choses à faire que pour avoir le temps d'ergoter sur la distinction qu'on aimerait bien mettre entre ceci ou cela. On voit trop aujourd'hui encore les groupes militants et les partis politiques proches se disputer sur ce qui les différencie, en fait. Il n'y a plus le temps de faire ça. Il n'y a plus le temps, en fait. Il faut y aller. Il faut avancer, quoi. La société qui se prépare devant nous, elle va être soit encore plus éclatée, encore plus inégalitaire, et vraiment, à mon sens, disparaître, soit elle va réussir à lutter réellement contre ces inégalités et à trouver du coup du comment et à pouvoir continuer à fonctionner, quoi. Merci Marie. Avec plaisir. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Wombat Café. Entre-temps, vous pouvez nous retrouver sur Instagram ou par mail wombatcafé.podcast@gmail.com. Un très grand merci, portez-vous bien et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.